laisser les gens sortir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Alors, bienvenue. Merci d'être venu à ma conférence sur le sol. Donc, ma conférence s'appelle « La vie du sol, le sol pour la vie ». Vous allez comprendre, j'espère, pourquoi. Avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Kate Alvaux. Je suis dessinatrice, consultante et formatrice en permaculture et en éco-construction chez Terracine. C'est pas mal ça. Moi, je veux juste commencer par vous dire que je ne suis pas pédologue, donc j'ai pas fait mes études dans le sol, mais je suis une permaculturiste très passionnée du sol, puis ma formation, ça touche plus la partie de la vie du sol, mais je vais quand même essayer de vous donner une vision globale de l'importance du sol. Alors, comme vous le savez probablement déjà, ça c'est... 2015, c'est l'année internationale des sols. Ça a été nommé ça par l'ONU et par l'Organisation de l'agriculture et l'alimentation. Et puis, mais avant de me lancer dans les raisons pourquoi on a nommé 2015 comme étant l'année internationale des sols, je voulais juste commencer par vous expliquer un peu, par définir le sol, de quoi on parle. Fait que vous avez sûrement déjà vu une photo comme ça, un petit diagramme du sol. Alors, il y a plusieurs types de sol dans le monde, mais je sais pas combien, là, mais beaucoup de types de sol. Nous, ce qui nous importe ici, c'est pas si le sol est plus argileux ou sablonneux ou rocheux. C'est pas important pour nous pour l'instant. Nous, ce qui nous concerne, c'est vraiment le sol arable. C'est la partie du sol dans laquelle on peut faire pousser des choses. Donc, si on commence par le haut, l'horizon haut, c'est la matière organique. Donc, ça, c'est divisé en deux parties. Le haut 1, c'est vraiment la matière organique non décomposée, reconnaissable, donc des feuilles, de la paille, etc. La haut H, c'est H pour humus. Donc, ça, c'est la matière organique qui a déjà été travaillée un peu par les organismes dans le sol et qui est devenue comme une couleur brune riche, c'est des acides humiques qui font cette couleur-là. Mais on n'est pas encore rendu dans le sol. Là, on commence juste à avoir du sol à l'horizon A. Pourquoi? Alors, l'horizon A, le sol, en fait, c'est fait de matières minérales. Donc, on commence avec le sable, les siltes, les argiles, les roches. Mais il faut qu'on rajoute aussi de la matière organique dans ça. Si on a juste, si on voit, mettons, les couches du bas, le C, ça, c'est pas le sol qui nous concerne parce qu'il n'y a pas vraiment de matière organique là-dedans. C'est pas dans notre sujet du jour, mettons. Alors, c'est ça. Alors, on a les matières minérales, on a de la matière organique, puis il faut rajouter de l'eau dans ça. Mais il nous manque deux éléments très importants. D'abord, la vie. Alors, on est ici pour parler de la vie dans le sol. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu que dans 1 gramme de sol, on peut avoir au-dessus de 1 million de micro-organismes. Donc, c'est assez impressionnant si vous commencez à penser 1 gramme de sol, c'est tout petit comme ça, et pensez à juste votre terrain, même si vous habitez en ville. Là. Combien de micro-organismes que vous avez là. Alors, l'autre élément super important, c'est l'air. Un sol en santé, un sol fertile qui va nous faire pousser des plantes en santé. C'est un sol aérobie, c'est-à-dire c'est un sol qui est structuré. Donc, on commence avec une particule de sol, mettons, du sable, du silt, etc. Là, on forme des micro-agrégats. Et tous les micro-agrégats sont tenus ensemble en forme de macro-agrégats. Fait que là, quand on prend un sol qui est bien en santé, on voit un peu la structure qui est comme, tu sais, il y a des petites bulles, là, c'est ce qu'on appelle crumble structure en anglais, je pense. En tout cas, puis, alors voilà, je vais vous expliquer un peu plus loin comment ça se forme et pourquoi c'est important d'avoir de la vie dans le sol pour avoir un sol bien aéré et aussi qui permet l'infiltration d'eau par tous les espaces entre les micro-agrégats. Alors, pourquoi tant s'en faire? Pourquoi est-ce que l'ONU et l'Organisation de l'alimentation et l'agriculture ont nommé 2015 comme étant l'année internationale des sols?
Pourquoi existe-t-il des compagnies comme le Soil Food Web qui ont pour mission de rétablir la vie dans le sol, de rétablir la biologie, puis de faire, dans le fond, de répandre des connaissances de l'importance de la biologie dans le sol? D'abord, on va commencer par parler un peu qu'est-ce que le sol fait pour nous. Donc, tout d'abord, on va penser au sol à être... c'est quelque chose qui fait des produits, donc c'est un producteur. Alors, quels sont les fruits du sol? Selon la FAO, 95% de nos aliments proviennent du sol. Donc là, on parle de nos fruits, nos légumes, nos graines, légumineuses, etc. Alors, c'est quand même impressionnant. Mais c'est pas juste ça, c'est pas juste la nourriture, ça nous donne aussi des matériaux pour nous abriter, dont le bois, la paille, l'argile, etc. Ça nous donne du fourrage pour notre bétail. Si on veut avoir de la viande, du lait, il faut nourrir nos animaux. Et puis finalement, pas finalement, mais finalement sur ce diapo-là, c'est des matériaux pour faire des vêtements, donc du coton, du lin. Finalement, le sol peut aussi nous aider à chauffer nos maisons. Il y a certains endroits aussi qui utilisent de la biomasse pour faire l'électricité, même. C'est pas très écologique, là, mais quand même, ça se fait. Alors, mais à part de produire des produits pour nous, pour notre consommation, qu'est-ce que le sol fait à part ça? D'abord, le sol stocke l'eau. Donc, un sol qui est bien structuré, qui a un bon taux d'argile, un bon taux de matière organique, va pouvoir stocker jusqu'à 25% environ d'eau dans sa structure. Donc, ça agit un peu comme un tampon pour éviter des inondations, pour aider à nourrir nos plantes quand il ne pleut pas, qu'on n'est pas en train d'arroser. Donc, si on pense à nos jardins, si on n'a pas de matière organique puis pas de structure dans notre sol, il va falloir qu'on irrigue tout le temps nos plantes. Alors, très important. Deuxièmement, le sol filtre l'eau. Alors, toutes les matières organiques, inorganiques qui sont peut-être toxiques dans leur forme naturelle peuvent, quand ils s'infiltrent dans le sol, il y a des façons, en tout cas, dans le sol, de filtrer, de détoxifier, de dégrader, d'immobiliser ces produits. Ce n'est juste que quand le sol vient surcharger d'éléments, de fertilisants, mettons, de polluants, que le sol dépasse ses capacités de filtrer, détoxifier, tout ça, et que tout ça va finir par se ramasser dans notre eau souterraine. L'eau également recycle les nutriments. Chaque nutriment a son procédé exactement particulier, fait que je ne vais pas aller dans les détails de ça, mais sachez que juste imaginez des plantes, les plantes poussent, ils prennent des nutriments du sol, on coupe la plante ou les feuilles tombent au sol, puis ça se remet dans le sol, ça se recycle. Également, le sol fixe le carbone, donc ça prend la CO2, mettons, de l'air, puis ça le fixe dans ses racines, ça va aussi dans le mycélium qui connecte les racines des différentes arbres et plantes en dessous du sol. Finalement, le sol abrite un quart de la biodiversité de la planète. Si on revient sur ce que j'ai dit tantôt, 1 million de micro-organismes par gramme de sol, on commence à comprendre que c'est assez divers et que c'est très important. Donc, quand on parle de la biodiversité dans le sol, on va parler des plantes, des bactéries, des nématodes, des champignons, des protozoaires, même des mammifères. Il faut nous inclure dans tout ce réseau alimentaire du sol. Alors là, je viens avec les statistiques pour vous faire un petit peu peur, j'espère. Mais avant d'aller dans ça, je veux juste dire que c'est important qu'on entend, maintenant, cette année, on entend beaucoup les statistiques par rapport au sol, mais il faut quand même garder dans notre tête le contexte de ces statistiques-là. Ça vient pas de nulle part, puis on parle de quelque chose de très particulier, donc je vais essayer de toucher sur
détails de ça. Donc d'abord, on commence par ça. Un tiers des sols arables mondiaux sont dégradés. Si on regarde la carte, c'est les places où on a du jaune pâle, qu'on a des sols stables. Le reste, c'est dégradé ou très, très dégradé ou bien sans végétation du tout. Alors, on voit que c'est plutôt un tiers où on a vraiment des sols arables. Le reste, ça commence à être dégradé. Alors, l'image n'est pas très, très positive. Les pertes de sol arable représentent 50 000 km² par année. Ça, c'est la surface du pays de Costa Rica. C'est quand même impressionnant quand on pense. C'est par année, un pays de Costa Rica, on enlève tout son sol arable. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment à nos sols. Le Québec, pour nous ramener un peu dans notre contexte, contient 3% de sol arable dans sa superficie. Alors là encore, il faut voir un peu le contexte. Le Québec est très grand. Il y a beaucoup de la superficie du Québec qui probablement n'est pas cultivable de toute façon. Mais c'est quand même important de garder ça en tête parce que même juste notre vallée du Saint-Laurent, qui est où on peut faire pousser la plupart de nos choses, c'est pas très, si on prend juste 3% de la surface des sols arables du Québec, on voit qu'on a quand même beaucoup de sols dégradés même dans la vallée. Alors, la dégradation des sols, c'est quoi? Là, on va commencer par l'érosion. Donc, quand on parle de l'érosion, c'est l'érosion éolienne et l'érosion hydrique. L'érosion éolienne est causée quand on laisse des sols à nu. Puis, il y a des périodes de sécheresse, puis des vents qui viennent, puis commencent à miner nos sols et à les éroder. Ensuite, nous, ce qui nous touche plus ici au Québec, c'est l'érosion hydrique. C'est les façons de cultiver où on laisse la plupart du sol nu, même quand on a des cultures dessus. Là, on a des grosses pluies en été, puis ça cause beaucoup de ruissellement, ça érode nos sols. La salinisation. La salinisation peut être causée par l'ajout de produits chimiques, de fertilisants, même des fertilisants bio. Et puis, ça peut être aussi causé, comme dans le cas de l'Ouest du Canada, c'est causé par l'irrigation à partir de la nappe phréatique. Donc, c'est des eaux qui sont très minéralisées. On met ça sur le sol, puis on commence à saliniser le sol et donc détruire notre biologie. L'épuisement des nutriments, ça, je vais revenir à ce point tantôt, mais quand on parle d'épuisement des nutriments, c'est-à-dire, on parle des nutriments solubles à l'eau. Alors, je reviens à ça tantôt. La perte de matière organique. Nous, on traite nos sols comme si on était des miniers. On mine de notre sol, mais on cultive pas nos sols. C'est-à-dire qu'on remet pas la matière organique qu'on prend. On fait juste prendre la matière organique. Prendre, puis on rajoute juste des produits chimiques pour essayer de faire pousser d'autres choses. Mais dans le fond, comme j'ai dit tantôt, pour avoir de la structure dans notre sol, pour garder l'humidité dans le sol, il faut avoir, pour avoir des nutriments aussi, il faut avoir des matières organiques. Très important. La perte de biodiversité aussi, causée par tout ce qu'on rajoute au sol. La pollution. La compaction, souvent causée par le labour du sol, etc. Alors, les causes de la dégradation du sol, l'agriculture conventionnelle, presque tout ce qu'on fait en agriculture conventionnelle nous aide à détruire nos sols. C'est pas très positif. Donc, il faut commencer à repenser nos pratiques. La déforestation, les mauvaises pratiques de construction et excavation. Moi, je travaille en construction écologique depuis longtemps et j'ai trop souvent vu des chantiers où on excave, on met le sol de côté, peu importe comment, on s'en fiche si c'est du sol arable ou pas. On le remet, on met de l'argile par-dessus, on l'écrase, c'est vraiment pas beau. La pollution, encore une fois. Le surpâturage, ça c'est quand on laisse nos animaux manger nos herbes, manger notre champ. Trop, sans laisser les plantes se rétablir avant de remettre nos animaux sur le champ.
Alors, il y a des façons de le faire où on peut cultiver notre sol, mais il y a d'autres façons de faire où on peut carrément dégrader le sol. L'expansion urbaine aussi, c'est un point super important, puis j'ai entendu une statistique, mais je ne vais pas vous le dire exactement, c'est comme 11 hectares par, je ne sais pas si c'est par jour ou par année, en Europe, par l'expansion urbaine, c'est la taux de perte des sols arables. Comme ça. Alors, la production alimentaire, voici ma nièce, qui a maintenant 8 ans. Moi, j'espère en tout cas, j'espère beaucoup qu'elle, quand elle aura 70 ans, qu'elle aura beaucoup d'aliments, qu'elle va pouvoir se nourrir bien et tout. Selon le professeur John Crawford de l'Université de Sydney, il ne nous reste que 60 ans de capacité productive dans nos sols. C'est assez épeurant comme statistique, mais encore là, je veux comme vous ramener un peu dans le contexte. Là, on parle de capacité productive dans nos sols avec les façons de faire d'aujourd'hui. Alors, si on continue à faire comme on fait maintenant, c'est ça qui va se passer. Si on commence à apprendre, puis à changer nos habitudes, on va pouvoir changer la productivité du sol. Alors, production alimentaire a augmenté d'ici de 60% d'ici 2050. Alors là, c'est deux statistiques qui vont très bien ensemble. Il nous reste juste 60 ans et en plus, il faut qu'on augmente de 60% à cause de la croissance de la population mondiale. C'est ça. Bon. Alors, puis finalement, selon le FAO, le taux de production du sol arable de façon naturelle est de 1 centimètre en 1000 ans. Alors, si on regarde les statistiques qu'on a dit tantôt, si on perd un pays au complet de sol arable par année, mais on est juste capable de produire 1 centimètre en 1000 ans, bien là, on voit pourquoi ils disent que le sol est une ressource renouvelable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le renouveler à la même vitesse qu'on l'use. Alors, je ne suis pas ici pour vous déprimer, je suis ici pour vous inspirer, j'espère. Alors, je vais poursuivre la partie positive de ma présentation pour vous essayer de donner des idées de comment vous pouvez changer tout ça. Alors, on commence par la dernière chose que j'ai dit, que la FAO dit que le sol est une ressource non renouvelable. Là, je mets un point d'interrogation là-dessus parce que si on commence à utiliser des pratiques et des méthodes d'agriculture, plus de permaculture, d'agriculture écologique, qui veut dire qu'on est en train de nourrir la biologie dans le sol, on est en train de remettre des matières organiques. Vous voyez ici, lui, il met du carton, des vieilles boîtes de carton. On est entouré de ça partout. Vous allez à votre épicerie, à votre pharmacie, n'importe quoi, vous prenez des boîtes, vous commencez à mettre ça sur votre terrain, commencez à renourrir votre terrain avec de la matière organique. C'est très bon. Alors lui, pas lui, mais il y a des cas où on a fait pousser, où on a cultivé, disons, 20 cm de sol arable en 5 ans. Alors, comparez ça au taux naturel, qui est de 1 cm en 1000 ans, ben, c'est quand même très impressionnant. Et je crois que ça donne assez d'espoir. Deuxièmement, la production alimentaire. Alors, on a dit qu'il faut augmenter la production alimentaire, mais moi, j'ai une vision un peu différente. Oui, il faut qu'on l'augmente, mais aussi il faut qu'on augmente la densité nutritive de nos aliments. Alors, ici, on voit deux exemples extrêmes. Ça, c'est une agriculture conventionnelle où on fait valoir juste la surface en horizontale. Alors, on prend beaucoup de place pour faire pousser vraiment peu de choses. De l'autre côté, on a une forêt nourricière. Donc ici, on prend vraiment toutes les strates. On a des arbres, des petits arbres, des arbustes, de la strate herbacée. On a des plantes couvre-sol, des racines, des lianes, même on peut parler des champignons, etc. Fait que là, on est en train de vraiment intensifier la production de ce qu'on fait, mais aussi on le fait de façon où on ne doit pas utiliser des engrais
des produits chimiques pour éloigner les bibites et tout ça, on le fait de façon naturelle. Et donc, on finit par nourrir la biologie dans notre sol et on finit par faire des aliments qui sont beaucoup plus denses en nutrition. Alors, une laitue de la forêt nourricière vaut peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, mais peut-être 3 laitues conventionnelles. Alors, il faut plus le penser comme ça. On augmente la densité physique, mais aussi la densité nutritive. Selon la FAO, une gestion durable des sols pourrait augmenter la production alimentaire de 58%. Ça, c'est ce qu'ils disent ici. Si vous allez sur leur site web, ils disent je crois que c'est comme 79% ou quelque chose. C'était vraiment impressionnant. Alors, comment faire? D'abord, on doit commencer par comprendre le réseau alimentaire du sol, comme j'ai mentionné tantôt. C'est pas juste les bactéries. On parle des bactéries, des protozoaires, des champignons, les racines des plantes, la matière organique, les arthropodes, les vers de terre, les mammifères, les oiseaux. Nous, on est des mammifères. Donc, tout ça, ça va tout ensemble, puis on ne peut pas commencer à tuer juste une partie de ci ou ça, parce qu'on va tout détruire le réseau alimentaire. Alors, je vous remontre cette même photo. La structure du sol. Alors, qu'est-ce qui fait la structure du sol? Mais les bactéries, chaque bactérie dans le sol a sur son corps une petite couche gluante. Puis cette couche fait coller de la matière organique, des particules de sable, des particules d'argile, etc. Et oups, elle se colle à une autre bactérie et comme ça, il commence à former des microagrégats. Après, qu'est-ce qui forme les macroagrégats? Ben, c'est tous les microagrégats qui sont tenus ensemble par le mycélium. Ça, c'est les petites branches de champignons souterrains. Alors, c'est ça qui fait nos microagrégats dans le sol. Alors, quand vous pensez à qu'est-ce qu'on fait à notre sol en agriculture conventionnelle, on met une fongicide, ben là, on commence à détruire la structure de notre sol. Fait que c'est pas juste le fait de tuer une chose. On est en train de tuer quelque chose de très important. Alors, pour vous expliquer un peu les rôles de chacune de ces catégories, d'abord les bactéries. Comme je viens de dire, là, la première rôle des bactéries, c'est de faire la structure dans le sol. Deuxièmement, ça convertit des nutriments, des matières minérales et organiques. Fait que les bactéries sont capables d'aller chercher des nutriments dans les particules de sable, acide, etc., les roches, puis les intégrer dans leur corps. Après ça, dans une autre étape que je vais vous montrer, là, il les transforme et les libère pour que ça soit accessible aux plantes. Il y a aussi des bactéries qui font la fixation d'azote. Donc, c'est certains groupes de bactéries qui ont ça comme mission dans la vie, c'est de prendre l'azote qui existe dans le sol, dans l'air. Ça passe par les plantes, ça vient dans les racines, puis ces bactéries forment des petites nodules sur les racines des plantes pour ensuite transformer l'azote sous une forme qui va être accessible pour les plantes, puis ça va dans le sol, puis là, les plantes vont pouvoir se nourrir de ça. Il y a des bactéries qui font de la nitrification, donc c'est la conversion de l'ammonium en NO3. Ça, NO3, c'est la forme qui est plus préférable pour vos plantes de jardin, pour les tomates et tout ça. L'ammonium est plus pour les plantes vivaces. Donc, c'est important d'avoir ces bactéries de nitrification pour faire la conversion dans les cas au besoin. Puis finalement, la régulation du pH. La petite colle gluante sur une bactérie est légèrement alcalin. Alors, quand vous avez un sol qui est comme plus dominé par des bactéries, ça va être un sol plus alcalin. Les protozoaires, donc les rôles principaux, la consommation des bactéries. Donc, c'est là où ils vont commencer, mettons, ils vont consommer des bactéries, ils vont les manger, puis ce qu'ils n'utilisent pas, ils l'éjectent.
Puis c'est ça qui va faire libérer les nutriments que les bactéries avaient dans leur corps pour accès aux plantes. Excuse-moi, les soins. Alors, la minéralisation des nutriments, donc c'est ça que je viens d'expliquer. La compétition et compétition avec et consommation de pathogènes. Donc, si on commence à tuer nos protozoaires dans le sol, bien là, on commence à tuer des prédateurs, des pathogènes. Fait que super important les avoir là aussi. Et la libération d'azote pour les plantes aussi par le même processus qu'avant. Les nématodes, souvent les fermiers vont être approchés par des vendeurs de pesticides qui vont dire « Ah, vous avez des nématodes, c'est très mauvais ». Mais en fait, il y a 5 catégories de nématodes, puis il y en a juste une catégorie que c'est des nématodes qui sont ravageurs. Le reste, c'est des bons nématodes. Les bonnes nématodes. Alors, les ravageurs, c'est ceux qui vont aller manger les racines de nos plantes. Ils se produisent très, très rapidement. Ça fait que c'est important d'avoir les autres 4 types de nématodes dans le sol. Alors, on a des consommateurs de bactéries, des consommateurs de mycélium. Ils jouent un peu le même rôle que les protozoaires que j'ai mentionnés avant. Ils vont manger, puis ils vont pouvoir libérer des éléments du corps pour accès aux plantes. Il y a des nématodes prédateurs. Fait qu'il y a des nématodes qui vont aller manger les autres nématodes. Ils sont beaucoup plus gros. Puis ils vont aller manger les consommateurs de racines, par exemple. Alors, super important de garder beaucoup de diversité dans notre sol. Il y a même des nématodes omnivores qui, eux, quand le sol est en santé, donc quand le sol est aérobie, ils vont favoriser de manger soit les bactéries ou les mycéliums. Donc, ils vont aider nos jardins ou nos plantes. Mais en conditions anaérobiques ou en manque, mettons, de mycélium ou de bactéries, ils vont favoriser les racines. Alors, c'est super important de garder nos sols aérobies pour favoriser juste les bonnes bébites. Les champignons. Donc, les rôles principaux des champignons, la conversion des nutriments, des matières minérales et organiques. La flocculation d'argile, ça, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est que l'argile, la structure des particules d'argile, c'est comme ça, parfois, ou comme ça, parfois. Quand les sols ne sont pas flocculés, les argiles ne sont pas flocculées, sont comme ça, sont parallèles. Fait que là, ça fait un sol compacté. On a toutes des lignes parallèles, un par-dessus l'autre. On n'a pas de possibilité d'infiltration d'eau. On n'a pas de possibilité d'infiltration d'air. Mais en présence des champignons et du calcium, les champignons vont floculer les argiles. Les argiles vont donc faire une structure dans le sol qui va permettre l'infiltration de l'eau, qui va permettre d'avoir des petits espaces pour faire croître nos micro-organismes aussi. Il y a des champignons aussi qui sont là pour protéger les racines de nos plantes, dont les mycorhizes. Donc, il y a différents types de mycorhizes, mais il y en a qui vont former vraiment, ils vont couvrir tout l'extérieur de la racine, puis ça va aider à protéger notre plante. La décomposition des matières organiques, si vous avez déjà laissé une pile de bois ou de paille dehors, vous allez commencer à voir des petits champignons ici et là, ou du mycélium qui s'étend. Bien là, c'est les champignons qui sont en train de bouffer ça, puis sont en train de le décomposer. Le transport des nutriments. Alors, les mycéliums vont aller chercher des nutriments d'un côté quelque part, vont les amener à nos plantes par les racines. La solubilisation de phosphore. Alors, les mycéliums, les champignons sont capables d'aller chercher dans les roches le phosphore dont la plante a besoin pour se nourrir. Fait qu'ils vont aller chercher directement du phosphore. Alors, on peut commencer à peut-être repenser nos façons et nos produits qu'on rajoute au sol. C'est peut-être pas forcément nécessaire. Et finalement, la régulation du pH. Les champignons, tout comme les bactéries, les champignons
régulent le pH, mais dans ce cas-là, ils vont rendre le sol plus acide. Donc, un sol, mettons, comme un sol de conifères, qui est très riche en champignons, est aussi également très riche il est plus acide, disons, que les autres sols. Alors, ici, je veux vous montrer un peu, je veux vous parler un peu de la non, la succession des plantes dans le temps. Alors, quand on va voir un sol qui vient d'être perturbé, il y a un feu, ou on a coupé, on a fait une coupe à blanc ou whatever, les premières choses à se montrer vont être quoi? Les mauvaises herbes. C'est ça. Parce que quand on perturbe notre sol, on détruit tout notre mycélium, puis on rend notre sol plus bactérien. Alors, les plantes qui préfèrent les sols les plus bactériens, c'est des mauvaises herbes. Avec la succession des plantes, plus on avance dans l'évolution, plus on devient, on va dans un sol fongique. Alors là, on voit au bout complètement les conifères, donc une forêt conifère est la forêt la plus évoluée, et donc plus riche en mycélium, plus riche en champignons. Et c'est très acide aussi. C'est très acide, justement. Donc c'est pas le pH, c'est pas très loin. Oui, mais c'est dû en grande partie au mycélium, comme j'ai mentionné tantôt. Alors là, quand on pense à nos jardins, ce qui vous intéresse la plupart du monde ici, sûrement, c'est les jardins. Alors, un jardin potager préfère un sol légèrement bactérien, selon la plante, mais en général, c'est ça. Alors, c'est, comme vous voyez, la proportion champignon à bactéries, c'est 0,75, donc très légèrement bactérien. Alors, ça va être très légèrement alcalin aussi. Plus on va vers, mettons, les gens qui commencent à s'intéresser aux forêts nourricières et tout ça, plus on va vers des sols fongiques. Alors, on peut juste penser aussi, faire une petite expérience mentale, puis dire, OK, moi, dans mon jardin, souvent, à la fin de la saison, au début de la saison, je vais labourer mon sol, puis là, je vais passer tout mon été à désherber, à cercler. Pourquoi? Ben, parce que je viens de tout briser la structure de mycélium dans mon sol. Je l'ai rendu plus bactérien, puis là, je me suis forcée à aller faire ça. Là, si je regarde mon voisin, puis je dis, ah, mon voisin, lui, il a une pratique bizarre, là. Il met du paillis sur son jardin ou met du BRF à la fin de la saison, tout le temps, ou au début de la saison. Ben là, puis il n'a jamais besoin de cercler. Pourquoi? Avez-vous des idées? Parce que ça apporte des micro-organismes dans le sol. Ça cache le soleil. Ben, c'est ça, mais quand on met une couche de matière haut en carbone, on est en train de nourrir les champignons. Comme j'ai mentionné tantôt, la pile de paille, là, on nourrit les champignons. Fait que là, on est en train de mettre plus de champignons dans notre jardin. On rend notre sol plus fongique. Alors, les mauvaises herbes sont pas dans leur ambiance préférée, fait qu'ils vont pas pousser. C'est pas juste le fait de cacher en tout cas, ça c'est ma théorie, hein, je vous le dis, mais je pense que c'est très, très logique. Mais le problème, c'est qu'il y a des pollinisateurs qui se cachent dans le sol, donc j'ai vu qu'il fallait laisser un terrain sans rien, justement, sans BRF, sans ceci, pour que certains pollinisateurs qui vivent dans le sol puissent avoir, parce que c'est très important, les pollinisateurs. OK. Ben, on va laisser les questions pour la fin, ou les commentaires, OK? Mais c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est pas juste le fait de cacher les graines du mauvais herbe du soleil, c'est aussi le fait qu'on est en train de changer un peu la structure biologique de notre sol pour favoriser les plantes qu'on veut. Alors, les effets de l'agriculture conventionnelle. On peut encore faire une autre expérience mentale. On commence par l'agriculture de monoculture qu'on fait. La première chose qu'on fait, ou la dernière chose dans la saison, on laboure. Alors, je viens de le dire 3 fois, on est en train de casser tout notre mycélium. On a un sol maintenant
bactérien. Qu'est-ce qui se passe? Bien là, les mauvaises herbes commencent à pousser. OK, ben qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rajoute un herbicide. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça tue une partie de notre microbiologie. Alors là, on commence à avoir des problèmes de ravageurs, etc., des pestes. Alors là, on vient avec des pesticides. On les rajoute. Ben, qu'est-ce qu'on vient de faire? Là, on vient de tuer une autre partie de notre microbiologie. Puis là, on commence à avoir des problèmes de racines. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, les nématocides. On tue toutes les nématodes. OK. Puis là, on a des problèmes de champignons. Bien là, on rajoute un fongicide. Fait que là, on est en train vraiment d'anéantir toute notre microbiologie. Puis là, on se dit, ah, ben pourquoi mes plantes ne poussent pas? Ah, ben je vais rajouter un fertilisant. Ben, tes plantes ne poussent pas parce que tu n'as pas de biologie pour faire pousser tes plantes, en fait. Puis là, à la fin de la saison, vous dites, hey, mon sol est vraiment compacté. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, ben, je vais labourer. Fait que là, on revient dans notre boucle. Puis ça continue jusqu'à jamais. Puis on est en train, chaque année, de compacter notre sol de plus en plus et de tuer encore notre biologie, puis on ne la laisse pas se rétablir. Alors, faisons la bonne sélection. Selon Edward Mitchell, professeur à l'Institut de biologie de l'Université de Neuchâtel, les prédateurs des ravageurs sont plus sensibles aux pesticides que les ravageurs eux-mêmes. En fait, en tuant la biologie dans le sol, on détruit la chaîne alimentaire et on appuie les antagonistes. Alors, pourquoi? C'est parce que les antagonistes, les ravageurs, eux, par évolution, ont développé un cycle de vie très, très, très court comparé aux espèces bénéfiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, si, mettons, on met une nématocide, on tue presque toute la population, mais il nous reste, disons, un de chaque type de nématode. Bien là, on va vraiment commencer à favoriser les nématodes qui vont manger les racines, parce que eux, ils se développent très rapidement, ils se multiplient hyper rapidement, puis les autres, ils sont pas assez nombreux, excusez, pour contrôler la population. Fait que très important de garder tout ça en tête. Alors, l'épuisement des nutriments. Est-ce qu'on va atteindre le pic du phosphore? Là, c'est comme la nouvelle chose, tout le monde parle du pic du phosphore. Avant de parler du pic des carburants, là, mais là, c'est le pic du phosphore. Pourquoi c'est important? Est-ce qu'on a besoin de miner du phosphore puis de le rajouter dans nos sols? Selon vous, après tout ce que j'ai dit là? Pas vraiment. Il y a des mycéliums qui font ce travail-là, qui vont aller chercher le phosphore dans les roches, le vont rendre accessible pour les plantes. Mais non seulement ça, il y a un autre problème dans toute notre façon de faire, c'est que on pense pas de la bonne façon, parce qu'on pense, comme j'ai dit tantôt, on est des miniers, là, on fait juste prendre du sol, mais on redonne jamais. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, moi, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, je fais pousser une plante, je la mange, puis je l'éjecte, éventuellement. Mais là, ça va où, là, ça? Ça va dans notre eau potable, puis là, ça va dans un centre de filtration d'eau, de traitement des eaux. Puis là, cette matière qui devrait être retournée au sol et flushée dans la toilette devient une matière toxique à la fin. Puis en plus, ça nous coûte de l'énergie pour faire tout ça. Alors, bouclons la boucle. Selon Albert Howard, pionnier de l'agriculture biologique, la meilleure façon d'améliorer le sol est de le garder vivant, capable de se régénérer et de lui redonner ce que nous lui avons pris. Alors, notre compost, nos excréments, très riches en phosphore en passant, faut les retourner au sol, faut les composter, faut les retourner au sol. Alors, cultivons la biologie, cultivons les sols. Avec quoi? Comment? Hyper facile, c'est avec du compost. Compost et thé de compost. Alors, c'est quoi le compost? Le compost, c'est des matières organiques qui sont travaillées par des micro-organismes
c'est aérobie, super important. Il faut apprendre des bonnes techniques, les bonnes façons de faire un compost. Alors, qu'est-ce que le compost peut faire pour nous? Ça peut améliorer le sol en rajoutant de la biologie. C'est pas juste la matière organique, le compost. Puis en passant, si vous achetez du compost, probablement c'est pas vraiment du compost. Alors, il faut apprendre à en faire. On va améliorer le sol, on va augmenter la rétention d'eau, on va améliorer la santé des plantes, on va décompacter, comme j'ai mentionné tantôt, avec les mycéliums, peuvent aider à décompacter des sols argileux. Et on va éliminer ou contrôler les mauvaises herbes. Parce que en faisant notre compost, on peut favoriser un compost fongique ou un compost bactérien selon ce qu'on veut pousser. Alors, il faut, comme j'ai mentionné, apprendre des bonnes techniques de compostage. Savoir qu'un bon compost, ça va être un compost, soit un vermicompost ou un compost thermique, où on va garder, on va viser les températures minimales de 55 degrés et maximales de 70 degrés, avec une humidité de 50% pour pouvoir vraiment faire pousser les micro-organismes qu'on veut. Si on dépasse 70 degrés, là, on va commencer à devenir anaérobie. Et on va faire croître les micro-organismes pathogéniques. Si on n'arrive pas à 55 degrés, ben on va pas tuer les pathogènes. Mettons, si on fait un compostage de n'importe quoi qui a des pathogènes. Alors, c'est ça. Ben, c'est la fin de ma présentation. J'ai pas fait vraiment de conclusion, mais j'espère que vous avez pu être inspirés. Je vous inviterai, j'ai des cartes, si vous voulez avoir des cartes, j'offre des formations en éco-construction et en permaculture. Mais aussi, avant de partir, je voulais vous mentionner que dans Portneuf, on est en train d'organiser un forum sur les toilettes sans eau. Ça va être le dimanche 24 mai, fait que je vous invite à prendre ça en note. Ça va être à Grondines, au centre des Roches. On n'a pas encore une page Facebook, mais ça va venir probablement dans les jours qui viennent. Alors, si vous regardez Forum Toilettes sans eau, ou le COFED, c'est le comité organisateur du forum sur la gestion responsable et durable de l'eau. Merci beaucoup. Oui. Vous l'avez peut-être mentionné, 2015, c'est l'année internationale des sols, déclarée par la FAO, l'ONU. Et puis, au Québec, c'est très désolant de voir que l'IRDA, qui est l'Institut de recherche et développement agroalimentaire, ont pratiquement mis fin à leur programme en agrologie, en pédologie au niveau de la recherche. Le CRAAC, qui est le Centre de référence en agriculture agroalimentaire du Québec, a mis fin aux activités de sa commission des sols. Même Nature Québec, qui est un organisme pour défendre la nature, n'a pas tenu d'activité de sa commission des sols depuis des mois. Et puis, j'ai pris le bâton de pèlerin comme jardinier et ancien conseiller au MAPAC répondant à l'agriculture biologique pour que, en novembre, 28, 29, 30 novembre 2015, à Québec, juste avant le congrès du PA, il y a un événement majeur d'envergure qui va s'appeler Sol vivant, Living Soils, Tierras Vivientes. Et puis, je m'adresse à l'Assemblée ici, puis à vous en particulier, en vous encourageant à peut-être vous contacter, vous, pour faire équipe, parce que pour le moment, je suis seul. La seule organisme qui a appuyé ma proposition jusqu'à maintenant, c'est l'Union paysanne à son Assemblée générale annuelle qui a eu lieu dimanche passé. Alors, je vais reprendre le bâton de pèlerin le 6 mars au colloque Bio pour tous à Victoriaville, organisé par le CETAB, le Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité. Et j'invite les gens à s'intéresser à ça. Bio pour tous, regardez sur Google. Si ça vous intéresse, l'agrobiologie, l'agroécologie. Et le 7, ça parle d'alimentation vivante. Alors, intéressez-vous à ça. Moi, j'offre du covoiturage parce que le 6, j'y vais. Alors, je vous remercie de votre conférence. Il y aurait des choses dans le détail sur le rôle des champignons, les basidiomycètes et les travaux faits
par le groupe de coordination sur les bois fragmentés. Bon, je ne veux pas discuter de ça ici. Il y a juste que je l'apprécie beaucoup qu'il y ait des professionnels qui s'intéressent à la vie du sol, parce que c'est notre partenaire primordial pour nourrir le monde. Oui, c'est très important des événements comme celui que vous allez organiser, mais aussi le fait qu'il y a beaucoup de coupures, ça veut dire que c'est encore plus important qu'on partage ces connaissances-là, qu'on commence à oui. s'outiller pour pouvoir faire le compost nous-mêmes, pour pouvoir améliorer nos sols puis aider nos voisins à le faire aussi. Oui. Puis les agriculteurs ne sont pas rémunérés pour régénérer les sols. Ils n'ont pas de rémunération pour ça du tout. Tous les dommages de l'agroindustrie sont externalisés. Ils n'ont pas de revenus pour avoir des bonnes pratiques. Alors, ils sont pris à la gorge. C'est possible de les aider à ne plus utiliser ces produits-là. Ils vont sauver de l'argent en faisant. Fait que oui, le service conseil dans ce sens-là, il n'est pas très abondant au Québec encore, malheureusement. Mais j'espère qu'avec des gens comme vous, ça va se renforcer. Bravo pour votre conférence. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Tout à l'heure, je voulais revenir parce que hier, j'ai vu qu'il y avait certains pollinisateurs qui étaient dans le sol. Et donc, il fallait laisser un endroit sans rien, justement, sans BRF, sans d'autres choses, pour qu'ils puissent vivre. Et que c'était important parce que la pollinisation, ça va aider aussi à nourrir les plantes, ça va aider... C'est sûr. Oui, mais il ne faut pas laisser le sol à nu non plus. On peut utiliser des couvre-sols. Je vais répéter les questions. Ah, OK, oui. Excusez. Oui, pas de problème. Alors, la madame, elle me dit qu'elle vient de voir un reportage qui disait qu'il fallait laisser une partie du sol découvert, donc sans BRF, sans paillis, pour que les bourdons et autres pollinisateurs... Les bourdons. Ah, les bourdons vivent sous le sol aussi. Ah, ok, pardon. C'est ça. Il y a certains pollinisateurs, il paraît, qui habitent dans le sol, puis que c'est important de le laisser découvert pour qu'ils puissent vivre dans le sol, puis nous aider à polliniser. Moi, je pense que c'est important quand même de ne pas laisser le sol à nu. On peut utiliser des paillis vivants, comme des couvre-sols en permanence, parce que les insectes vont toujours pouvoir aller dans le sol. C'est pas une couche épaisse de BRF, là, que ça soit des couvre-sols vivants, qui vont aussi aider à attirer les pollinisateurs. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Le BRF, est-ce qu'il y a un moment idéal pour le mettre, par exemple? La question, c'est s'il y a un moment idéal pour mettre le BRF. Idéalement, c'est à l'automne. Tu peux le mettre au printemps, mais c'est mieux de le mettre à l'automne parce que tu veux qu'il reste humide. Il faut toujours l'inoculer aussi tout petit peu de sol du sous-bois. Pour qu'il commence, qu'il y ait déjà un inoculum de micro-organismes propice à aider en tout cas, pousser dans la BRF, dans le fond, mais il faut que ça reste humide, fait que c'est mieux de l'appliquer à l'automne. Puis pas plus qu'un pouce et demi à la fois. Ouais. Comme ce que j'ai mis le printemps dernier, j'ai pas... Il faut que j'attende à l'automne. À l'automne, oui. Oui. Excuse-moi, BRF, c'est quoi? C'est du bois raméal fragmenté. Fait que ça, c'est si vous avez une compagnie près de chez vous qui fait de l'élagage, ils vont couper des branches. Assurez-vous que c'est des branches d'arbres qui sont pas malades. S'il y a des maladies, il faut composter le BRF avant de l'appliquer sur le sol. Mais dans le fond, c'est juste du bois. C'est pas plus que 3 cm de large. Puis c'est important parce que c'est là où il y a le plus de nutriments dans l'arbre. Tous les nutriments, les phytonutriments, ils vont dans les branches. Fait qu'on coupe une branche, on a une matière très riche en nutriments, puis c'est aussi plus haut en azote. Fait que c'est très bon pour nourrir le sol. Ce que je fais depuis l'année passée, je prends de la paille, vraiment de la paille, il n'y a pas de mie, il n'y a pas de grain, là. Je le hache, puis je fais un bon paillis sur mon jardin. OK, la paille, le monsieur il dit qu'il utilise la paille sur son jardin. Moi, je vous partage une expérience que j'ai eue l'année passée. J'ai pris de la paille que je pensais que c'était correct. Ça a tué tout mon jardin. J'ai pas eu de jardin l'année passée parce que j'avais un paille de paille qui avait été traité,
par du glyphosate. Mon voisin, il travaille c'est un spécialiste en pathogènes de plantes. Puis lui, il l'avait déjà vu, des cas comme ça. Il a fait tester ma paille, puis en effet, il y avait de la glyphosate sur la paille. Si ça arrive, ben d'abord, informez-vous vraiment, soyez vraiment insistant avec votre fermier quand vous achetez de la paille pour vraiment vous assurer qu'il n'y a rien dessus. Mais après, si vous trouvez qu'il y a quelque chose sur quelque chose que vous avez déjà, ça, c'est les champignons qui vont pouvoir dégrader le glyphosate. Fait qu'il faut comme le mettre dans une pile, inoculer de mycélium, de champignons, puis le laisser pousser, le garder humide. Mais en partant, c'est bon. En partant, c'est bon. Oui, oui, oui. Il ne faut pas prendre des arbres trop acides. Oui. Il ne faut pas J'ai eu prendre un problème du moi, sapin ou avec du justement cèdre. un Sinon, de paille. il faut que ça soit... Ça a créé un champ de glace. Ça mangeait toutes les plantes. C'était horrible. On a essayé de la bière, les noyer là-dedans. Regarde, on a essayé toutes les techniques. Ma mère a cueilli des plantes toute l'été. Elle ressemblait d'une poule. Sérieusement, c'était vraiment incroyable. Une question, quand est-ce que vous arrosiez votre... Si on arrosait trop, ben, il y a eu quand même un été assez Ouais. régulière. Ouais. Donc, ça n'a pas été un été vraiment propice pour empêcher ça. Mais ça a été vraiment beaucoup de choses qu'on n'a pas été capable de récolter à cause de ça. Ben peut-être l'année prochaine, vous faites essayer un paillis vivant à la place, un couvre-sol vivant. Ouais, ben, c'est OK. Ouais. D'autres questions? C'est beau? OK. Ben merci beaucoup. Si vous pouvez faire un don volontaire, il y avait beaucoup de coupures cette année, puis on a besoin d'argent pour l'événement. Merci beaucoup.